On va commencer par la description de vos habitations. Comme ça, vous allez avoir une idée un peu plus précise le lendemain de la fête alcoolisée, un peu comment ça se présente vos habitations. Alors, pour Vauban, il habite dans le quartier scientifique. Il a une maison qui pourrait contenir une famille. C'est l'équivalent d'une longère avec un étage. La maison est à 5 minutes à pied du bâtiment d'habitation de Kleindorf, qui lui aussi a son habitation dans le quartier scientifique, comme Vauban. Donc vous êtes dans l'intérieur de la ville et côté du canal vers la place San Marco, puisque c'est à la place San Marco que se trouve le Palais des Doges. La zone, le cœur du quartier scientifique, si vous voulez. Donc la maison de Vauban se présente tout en longueur. Au bout de l'habitation, il y a déjà une petite pièce avec une énorme cheminée. Devant cette énorme cheminée, il y a un petit salon. Sachant que cette petite pièce de salon avec cette énorme cheminée en bout de la longère peut tout à fait être adaptée en atelier de forge. À la suite de ce petit salon et de cette énorme cheminée, il y a une longue salle à manger avec déjà une table et qui permet de recevoir 10 à 12 personnes avec les chaises associées. Ensuite, tu as toute une partie de ta maison. Donc là, on va de l'extrémité vers l'entrée, si tu veux. Hein. Mais tout est en longueur, si tu veux bien te l'imaginer. Bon. Ensuite, après la salle à manger, il y a une zone avec des KGB, plusieurs KGB, qui sont les uns en face des autres et qui permettent de ranger énormément de choses. Mais plutôt pas des choses très volumineuses. Hein. Des vêtements, de la vaisselle, des choses courantes, quoi. Dans cette zone des KGB, il y a aussi une salle de bain qui est assez petite par rapport à la taille de la maison. Ensuite, après la salle de bain et la zone des KGB, il y a une cuisine avec une petite table dans la cuisine qui permet d'installer jusqu'à 4 à 5 personnes. Et ensuite, après la cuisine, il y a un couloir d'entrée qui donne sur 2 entrées, dont une entrée qui est à double porte, qui est assez volumineuse, enfin assez grande, et une autre petite entrée qui est à l'opposé de la grande entrée, et là c'est une poterne, quoi. Et au-delà de ce couloir d'entrée, donc dans ce couloir d'entrée d'ailleurs, il y a un escalier qui mène vers les 2 étages, parce que c'est une maison à 2 étages, hein, donc toi t'es tout au rez-de-chaussée, et les 2 autres étages sont inhabités. Ensuite, à la suite du couloir d'entrée, avec les 2 entrées, il y a une chambre spacieuse qui sert pour le maître de la maison, donc ça sera pour Vauban. Tu as pu aussi installer une clochette à la porte. Tu demandais un petit tocsin pour être prévenu quand quelqu'un veut sonner ou veut entrer. Il y aura une clochette à la porte. Et tu as aussi à l'extérieur de la maison un escalier qui descend sur le grand canal, où tu auras accès à des gondoles, pour pas dire pirogue, des gondoles. Voilà pour la maison de Vauban. Ensuite, alors, pour Vauban, tout ce que je viens de t'énumérer,
je vais aussi te le donner en Wisp sur Roll20 en MP. Dès que je te retrouve, là, c'est bon. Hop. Voilà. J'ai tout ordonné, de l'entrée vers la cheminée. Donc c'est même la chambre jusqu'à la cheminée, c'est les deux extrémités, si tu veux, de la maison. Et tu as l'entrée qui est juste après la chambre. D'ailleurs, le couloir d'entrée sépare la chambre de la cuisine. Si tu arrives un peu à te l'imaginer. Ensuite, pour Kleindorf, qui habite à 5 minutes à pied du bâtiment de Vauban, il est dans le quartier scientifique, il a un appartement. Il a choisi le 2e étage, donc il est juste en dessous du toit et a un accès au toit par une trappe dans le plafond, mais il a aussi accès au toit par un grand balcon qu'il a dans son appartement. Ensuite, il a une chambre spacieuse. Et c'est de cette chambre spacieuse qu'il y a le grand balcon qui donne sur le grand canal. Tout est grand. Il y a bien sûr un couloir d'entrée qui donne vers la chambre spacieuse ou vers une salle à manger et qui donne aussi vers une chambre d'amis, vers une salle d'eau et vers une cuisine. Donc tout est un petit peu dispatché dans l'appartement. Et il a une pièce supplémentaire qui est une chambre d'amis supplémentaire, mais qui peut servir, qui peut être réaménagée en bureau ou en bibliothèque si Kleindorf le désire, vu qu'il est érudit. J'ai pensé que ça pourrait peut-être l'intéresser. Et dernier détail, le rez-de-chaussée et le premier étage est vide, Kleindorf, de ta maison. Oui. Voilà. Je t'envoie ça aussi en MP, et puis ensuite, je décrirai... Alors, voilà, je t'ai trouvé l'habitation d'Aliona. Alors, Aliona, elle... Ah oui, le balcon de Vauban donne sur... comme j'avais dit... alors, non, c'est pas le balcon de Vauban, c'est le balcon de Kleindorf. Donne sur le Grand Canal, et en face, il y a l'habitation d'Aliona. C'était pas l'inverse, c'était pas... C'est Vauban ? C'est pas Vauban que j'avais en face de moi. Ah oui, je crois que c'est Vauban. Ah, parce que j'avais indiqué balcon. D'accord, donc c'est la maison de Vauban, alors. Oui. Il est plus à l'intérieur, un petit peu plus sur le... Ouais, ok. Un peu plus à l'intérieur, Kleindorf. Je suis en face de Vauban. C'est ça. Donc la maison de Vauban est en face de l'appartement d'Aliona. Donc Aliona a choisi, elle, le quartier commerçant, s'installer. Un appartement. Elle est au premier étage. Elle a des voisins au rez-de-chaussée, qui est un couple de commerçants avec un enfant de 6 ans. Et dans son appartement, Aliona a une chambre spacieuse avec un balcon qui donne sur le Grand Canal et qui est donc en face de la maison de Vauban. Elle a une pièce qui peut servir de garde-robe spacieuse. Elle a un couloir d'entrée qui permet bien sûr d'accéder à la chambre ou à la garde-robe. Elle a aussi, par le couloir d'entrée, accès à un salon de réception décoré de nappes colorées qu'elle avait pris auprès d'une couturière avec qui elle s'était liée un peu d'amitié. Elle a une chambre d'amis, une salle d'eau spacieuse, avec une grande baignoire et beaucoup de carrelage. Elle a une cuisine spacieuse avec de grandes fenêtres qui donnent sur le Grand Canal. Et elle a un escalier extérieur à son bâtiment qui descend vers le Grand Canal et qui donne accès aussi à des gondoles.
Voilà pour la description de vos habitations. Hop, et je t'envoie ça aussi en MP pour Aliona. Voilà. Alors, une semaine va s'écouler, durant laquelle vous pouvez me dire ce que vous voulez faire. Je vais laisser, je crois, les autres parler maintenant. Mhm. Un petit peu. Et s'il y a des trucs qu'on oublie, peut-être que je reviens. Ça marche. Que voulez-vous faire dans la semaine qui s'écoule? Kleindorf a 2 choses à faire dans la première semaine. Première assez rapide autant que possible, ce serait de prendre contact avec le délégué des plaines, Bernardo Andreotti, pour dans le but de rejoindre les agronomes. dans le but de travailler pour les agronomes, ouais. Très bien. En lui précisant que ce serait pour commencer une semaine plus tard, étant donné que j'ai pris j'avais trouvé un contact pour apprendre à me balader en pirogue, pas en pirogue, En gondole. En gondole, ouais. Ouais. Alors, tout à fait. Et donc le reste de la semaine, ça va être suivre les cours de gondole et comment essayer de visiter un peu la ville par moi-même, sympathiser avec les gens. D'accord. Alors, je vais te montrer le délégué des plaines. Voilà à quoi il ressemble. Donc, il s'appelle Bernardo Andreotti. Hop. Et donc il est en charge de nourrir la ville. Hein. Donc pour lui, le rôle des agronomes est clé hein, dans la ville. C'est ce qui va empêcher des désastres. En fait. Oui. Alors. Donc, il te reçoit en fait carrément dans la zone de la plaine, dans les champs. Tu as rendez-vous avec lui. Donc, vous vous présentez. Tu lui dis que tu es arrivé grâce à Honorio Volpi, que le ménestrel t'a fait venir toi et deux amis pour intégrer la ville, que vous avez rencontré la Doge et que derrière on t'a conseillé de prendre contact avec un des délégués de la ville pour intégrer un des corps de métier de Venise. Et donc voilà, assez naturellement Kleindorf va demander s'il est possible d'intégrer les agronomes. C'est ça. Et alors, Bernardo Andreotti te pose un peu des questions sur ton passé. Il cherche à savoir qui tu es et quel genre de connaissances tu pourrais apporter aux agronomes. Je vais mettre en avant le fait que je viens d'une région rurale basée sur qui faisait principalement de l'élevage et de la culture, que mettre en avant mes connaissances en chimie. Très bien.
Alors déjà, l'élevage et la culture et l'agriculture sont deux connaissances très importantes pour les agronomes. Il t'explique que les agronomes sont 1000 sur les 4000 habitants de Venise, qu'ils travaillent dans les champs de la plaine, mais vivent le reste du temps en ville, dans le quartier jouxtant les entrepôts et le départ de la route vers le deuxième dôme. Donc les entrepôts qui sont au nord-ouest, les agronomes, eux, sont installés dans cette zone-là. Et longent la route à pied tous les jours pour accéder au second dôme et donc à la zone des plaines. Ouais, ça me fera un peu plus, ça me fera un peu de route parce que du coup je suis installé un peu loin. Ouais. Il te demande où est-ce que tu as choisi de t'installer. Je me suis installé, ma curiosité m'a poussé à m'installer dans le quartier des scientifiques. Ah oui. Ah, c'est... alors, c'est intéressant. Peut-être devrais-tu essayer de t'intégrer au corps des physiciens. En tout cas, sache que les agronomes travaillent... En tant que nouveau venu, je redoute un petit peu que les physiciens aient pas forcément aient du mal avec le fait qu'un nouveau venu veuille s'impliquer dans leurs travaux. Mmh. Ouais, mais c'est pas anodin que tu te sois installé dans le quartier scientifique. Non, c'est sûr. T'as pas une formation de fermier? Non, mais justement, je comptais mettre et ça, c'est ce que je vais lui expliquer, le fait que je comptais mettre en avant et utiliser, mettre à profit mes connaissances en chimie et profiter justement du travail avec les agronomes pour apprendre l'agriculture. Ouais, d'accord. Alors, les agronomes travaillent en coordination avec les biologistes du corps des physiciens. Ça pourrait être intéressant. Dans le but de produire un maximum de nourriture dans un espace plutôt restreint, c'est-à-dire le volume du second dôme, appelé la plaine. Et donc si tu veux déménager pour t'installer près des entrepôts, ça sera plus pratique pour toi si tu veux faire à chaque fois, tous les jours, le chemin vers le second dôme pour travailler avec les agronomes. Ça serait plus pratique que tu changes de quartier d'habitation. Mais il n'y a aucun problème. Alors, combien en force tu vois que Andreotti essaye un peu de jauger physiquement Kleindorf pour savoir s'il serait un fermier efficace, finalement. Force, je suis à 14. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. 14 en force, 14 en consti, ça en dit un peu long sur la carrure du personnage. Ouais. Même si je suis pas grand, je suis 10 de taille, mais... Ah, ça va. Et donc, il te dit que tu as le profil pour faire partie des agronomes et que tes connaissances en chimie peuvent apporter en plus des avantages à tout le corps de métier de la plaine, quoi. Donc, il accepte et te propose de te présenter aux autres agronomes qui sont en train de travailler dans les champs. Je vais accepter avec plaisir. Donc il y a une petite communauté d'agronomes dans la communauté de Venise. Comme ils travaillent dans la plaine, ils sont un peu éloignés des autres corps de métier de la ville. Et il y a une sorte de petite communauté qui est naturellement formée. Le dôme de la plaine, c'est un peu leur sanctuaire à eux, quoi. En tout cas, leur royaume. Et forcément, les agronomes ont le dernier mot quand il s'agit de faire des changements ou des évolutions dans
dans la technologie du second dôme ou dans les demandes de nourriture de la ville principale. Oui, ça paraît logique. Donc on peut considérer que Klingdorf est intégré chez les agronomes après que Bernardo Andreotti t'ait présenté un petit peu à la communauté des agronomes. Donc il te présente comme un Germain qui a grandi dans le milieu agricole et de l'élevage et qu'en plus il a acquis des connaissances en chimie et donc il a accès à des secrets et à la compréhension de secrets de scientifiques, du corps des scientifiques, c'est-à-dire les physiciens et les mécaniciens. Ce qui rend Klingdorf assez impressionnant pour les autres agronomes, même si la plupart ont aussi soit des connaissances dans la botanique, dans la connaissance des plantes, ou dans la connaissance des animaux, voire même aussi un petit peu en biologie et en chimie. Il y en a certains qui ont aussi quelques rudiments, mais aucun n'aura ton niveau, à part peut-être quelques rares exceptions, mais que pour l'instant, tu n'as pas détecté dans cette communauté assez diverse. Et mine de rien, qui est quand même assez grande. Hein. Bah oui, tu disais 1000 personnes, c'est pas rien. Ouais, pour vous donner une idée des tailles des différents corps de métier, donc les agronomes représentent 1000 personnes, les commerçants représentent 300 personnes, les scientifiques représentent 150 personnes, donc moitié moins que les commerçants, les ménestrels représentent 50 personnes, et le corps de métier le plus grand de la ville, c'est les artisans, qui représentent 2500 personnes. Mais là encore, ils sont tous spécialisés, un peu comme dans les guildes de l'Europe. Il y a un peu des corps de métier, les ferronniers, les verriers, les maréchals ferrants, enfin les forgerons, les artisans, les couturiers forment tous, chacun un peu des micro-communautés dans cette grande communauté que sont les artisans. Et au niveau des délégués d'ailleurs, si je dis pas de bêtises... Ah bah si, il y a une déléguée. Une ou un? Alors c'est un nom turc, donc je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Qui est délégué des artisans? Ah bah c'est une déléguée, c'est Beryl Yildirim. Et la déléguée des artisans est connue pour sa sagesse, sa popularité, et elle est toujours en exercice en tant qu'artisan. Donc finalement, même s'il y a plein de micro-communautés par rapport au corps de métier des artisans, ils sont quand même très soudés les uns aux autres, vu qu'ils sont représentés par un seul délégué, par une déléguée pour le coup. Et au niveau de Bernardo Andreotti, c'est un biologiste, lui-même est biologiste, donc c'est un scientifique, et il est connu pour son intérêt à planifier l'exploitation des sols. Il aime faire de la planification des cultures et de l'élevage, et fait des recherches en agronomie et donc tout ce qui est associé à la biologie des plantes. Génial. Voilà. Faut que je me le mette dans la poche, lui. Ah, ça sera pas dur, t'as des connaissances en chimie qui l'intéressent.
Alors pour Aliona et pour Vauban. Donc Aliona, elle va se rapprocher un petit peu des ménestrels un petit peu. Oui. Vu qu'elle est justement qu'elle est ménestrelle, elle va s'en rapprocher un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils font dans la Venise en temps normal. Et aussi, il faut que elle a décidé de faire c'est sa lecture, oui. Bon, elle doit apprendre à lire et faire un peu de canotage aussi. Ça c'est obligé avec elle. D'accord. Donc déjà, le chef des ménestrels, c'est aussi le délégué de la surface, c'est Jaroslav Vanko, qui est surnommé Jaro, tout simplement. Yaro, même, puisque ça se dit Yaroslav. Et alors, il est en charge des envois des ménestrels dans les missions de reconnaissance à l'extérieur, dans le monde extérieur. Il va aussi s'occuper de tous les ménestrels qui sont présents en ville quand ils ne sont pas en mission à l'extérieur, et va organiser les entraînements. En fait, les ménestrels s'entraînent quand ils ne sont pas en mission. Ils s'entraînent principalement par tout ce qui est physique, hein, c'est important. Alors c'est important pour même tous les habitants de la ville, et les ménestrels vont un peu prendre en charge des groupes d'habitants de la ville pour les entraînements physiques. La ville possède des gymnases qui permettent de s'entraîner athlétiquement, s'entraîner à grimper, sauter, son sens de l'équilibre, lancer des choses, éviter et culbuter, grâce à des terrains avec des symboles dessinés au sol qui datent de l'âge d'or, hein. Ces terrains sont disséminés à travers la ville, ce qui permet de s'entraîner un peu dans tous les endroits de Venise. Il y a aussi vers le second sas, c'est-à-dire vers le sas où il y a la sortie des Sphériades, et c'est là où il y a aussi les échanges avec les Ictariens, les mutants aquatiques. Il y a vers le second sas un entraînement à la gondole qui permet d'utiliser des gondoles de mieux en mieux. Et il y a aussi un entraînement à la natation pour les plus jeunes Vénitiens. S'il y a des accidents, des noyades ou des choses comme ça, en général, les Ictariens à proximité interviennent et viennent repêcher les apprentis gondoliers ou les apprentis nageurs. Alors, à savoir que l'eau présente à l'intérieur du premier dôme et qui remplit les canaux de Venise fait entre 3 et 5 mètres de profondeur. Il y a très peu de profondeur d'eau dans le premier dôme. Et même dans le deuxième dôme, il n'y a pas du tout de profondeur d'eau puisque tout est terreux, quoi, dans le second dôme. À part des ruisseaux fabriqués artificiellement, des cours d'eau que les agronomes ont mis en place pour irriguer les zones de production, ou la forêt aussi, la zone un peu plus sauvage de la plaine, même si c'est une forêt très très propre. Donc tout ça pour dire que l'eau n'est pas très très profonde dans Venise, hein. Ça va entre 3 et 5 mètres de profondeur, donc il y a certains endroits où l'eau est tellement claire que vous pouvez même voir le fond, quoi. Ok ? Ok. Pour tous ceux qui veulent, par exemple, s'entraîner à la gondole ou à la nage, c'est rassurant quand même de voir le fond, même si vous n'aurez pas pied, hein. Mais en tout cas, ça donne confiance aux enfants. Il y a aussi des écoles pour les enfants à partir de 5 ans et qui est obligatoire jusqu'à leurs 12 ans et qui permet d'apprendre à lire et à écrire pour Aliona.
Alors, elle sera au milieu d'enfants et elle suivra les mêmes cours que les enfants, mais ce sera des cours en groupe et donc qui seront très efficaces pour que tu apprennes vite à lire et à écrire. Et donc ensuite, pour les enfants de 12 à 16 ans, c'est école tous les matins, sauf le dimanche, et l'après-midi est réservé pour l'apprentissage auprès d'un adulte d'une profession désirée par l'enfant. Et voilà, et une après-midi par semaine est consacrée à la pratique du sport pour tous les enfants. Et la citoyenneté est donnée à partir de 21 ans pour tous les enfants, qui peuvent à ce moment-là voter pour un délégué, eux-mêmes se présenter en tant que prochains délégués. Ils peuvent aussi, avec la citoyenneté à partir de 21 ans, ils peuvent se marier et réclamer un appartement indépendant. Voilà ce que apporte la citoyenneté de Venise. Donc pour Aliona, intégrer le corps des ménestrels va être assez simple, puisqu'elle peut être accompagnée d'Honorio, qui peut la pistonner, ou en tout cas demander à Yaros de lui faire une place parmi les ménestrels, vu qu'elle est elle-même ménestrelle et que elle est douée pour le chant, elle connaît déjà des ballades, elle sait se battre, elle a déjà acquis des compétences qui sont demandées chez les ménestrels. Donc Yaroslav ne voit pas d'inconvénient. Il demande néanmoins à Aliona de discuter un peu avec elle en privé, ou en tout cas sans Honorio, et lui demande son passé, ses origines et ce qu'elle connaît déjà un petit peu dans ce qu'elle a vécu, quoi. Elle va lui dire qu'elle vient des Carpates et qu'elle a rejoint la compagnie Palséeldia entre-temps. Ouais. Donc forcément, elle a connu quelques batailles. D'accord. Et puis donc qu'elle a accepté l'offre de venir à Venise comme une opportunité pour découvrir la ville et aussi apprendre. Ok. Donc Yaros explique à Aliona que, étant le mentor d'Honorio, il lui fait confiance et que Honorio a vraiment décrit Aliona comme une personne exceptionnelle, ou en tout cas unique et indispensable chez les ménestrels. Alors, Yaros, qui sait que Honorio est très bon en psychologie, il se demande, et il demande un peu ouvertement à Aliona comment elle a fait pour l'influencer autant. Lui, de son point de vue extérieur, il a presque l'impression qu'Aliona l'a manipulée pour qu'elle puisse avoir une place à Venise. Je réfléchis comment lui expliquer ça. C'est lui qui lui a proposé, mais c'est en partie dû au fait que apparemment il aurait rêvé d'elle. Et donc alors lui, il interprète ça comme si, donc ça veut dire qu'il a développé des sentiments pour Aliona, qui sont peut-être un signe de manipulation d'Aliona, et qui aurait permis à Aliona de découvrir Venise et d'y entrer. Et elle lui parle aussi, mais elle ne veut pas rentrer dans les détails, qu'apparemment il lui aurait
Elle lui aurait parlé du... comment dire? On va aborder la chose. Par rapport à un bâton... Elle aurait fait un rêve et apparemment Onorio aurait fait le même rêve qu'elle alors qu'ils ne se connaissaient pas encore. Donc c'est suite à ça que Onorio lui a proposé de discuter et qu'ensuite il lui a proposé de rejoindre Venise. Ah, donc c'est pas une manipulation, toute cette histoire se serait déclenchée à partir d'une coïncidence? Oui. Ok, donc Yaros est un peu déçu, mais rassuré. Et il explique à Aliona que comprendre la psychologie des gens et étudier la psychologie est une des facettes très importantes des ménestrels de Venise. Et donc, il faudra que Aliona étudie la psychologie. Pour intégrer les ménestrels, et il est demandé un certain niveau en connaissance de la psychologie. Juste une petite question. Est-ce que dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui disent lire l'avenir ou être voyants, ce genre de choses? Oui, il y en a, oui. Est-ce qu'on a entendu parler à Venise ou pas du tout? À Venise, non. Non, à la surface, il y en a, mais oui. Non, pas à Venise. En fait, à Venise, les gens sont assez éduqués pour savoir que c'est des charlatans, c'est diseuses de bonnes aventures et autres voyants. Voilà, donc quand ils en parlent, ils disent que c'est du charlatan. D'accord, c'était juste pour savoir. T'en croiseras aucun, en fait. Tu croiseras pas de diseuses de bonnes aventures chez les artisans. Non, pas forcément chez les artisans en général, c'était juste ça. Les ménestrels peuvent se faire passer pour des diseurs ou des diseuses de bonne aventure, hein, d'ailleurs. Avec connaissance de la psychologie, en fait. De toute manière, les ménestrels ont un peu un rôle d'espion, ou en tout cas d'observateur à la surface, ils doivent pas se faire prendre. Donc il est important pour eux de bien comprendre les motivations cachées des gens autour d'eux, et aussi eux-mêmes de ne pas dévoiler leur rôle véritable et de se faire passer pour de simples ménestrels. Donc il y a un côté acting aussi chez les ménestrels. Oui. Et d'ailleurs, c'est dans la formation des ménestrels. Enfin, c'est pas des comédiens, mais il y a un côté quand même un peu de spectacle chez les ménestrels pour se faire passer pour des gens incroyables qui leur permettent de gagner leur vie à la surface. Les ménestrels peuvent se faire passer pour des excellents chanteurs ou des excellents musiciens ou des saltimbanques qui font les équilibristes ou des jongleurs ou quand ils font du spectacle, ils essaient de montrer quelque chose d'une performance qui est plutôt impressionnante pour pouvoir faire de l'argent. Donc tout cet aspect-là est un peu détourné par les ménestrels de Venise pour en faire des espions, en fait, ou en tout cas des observateurs discrets, quoi. Donc pour être ménestrel, Yaros explique à Aliona qu'il faudra qu'elle s'entraîne à la bagarre, puisqu'il y a un certain niveau demandé en défense et en défense sans armes chez tous les ménestrels. On va lui demander aussi donc de s'entraîner physiquement pour qu'elle continue à garder la forme pour être prête si elle est envoyée en mission à la surface. Ça demande la surface, et c'est très hostile et ça demande beaucoup de compétences physiques. Et on va lui demander d'étudier la psychologie. Et aussi d'apprendre les chants des ménestrels, les chants qui sont basés sur les découvertes qu'ils font à la surface. Donc des lieux ou des histoires, des mythes. Et après, elle pourra constater aussi, Yaros pourra lui dire que après les ménestrels en ville, eux, peuvent servir à entraîner les habitants physiquement, mais peuvent aussi servir à divertir les habitants lors des banquets
et c'est aussi l'occasion pour eux de chanter les histoires qu'ils ont entendues à la surface pour que les habitants de Venise sachent ce qui se passe à la surface et comment évolue le monde à l'extérieur en fait. Et c'est là où aussi les ménestrels ont un rôle pour connecter les habitants à l'extérieur en fait. Voilà tout ce qui est demandé aux ménestrels. Aliona va demander à Yaroslav si il y aurait pas une chanson ou un conte par rapport à un bâton, au bâton runique ou un bâton magique ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait un chant dessus ou pas du tout? Vous connaîtrez? Non, pas encore. D'accord. Attends, je vérifie les chants ménestrels. Oui. Enfin, les chants de... Les chants de Venise, les chants ménestrels de Venise, oui. Non, il n'y a pas. Yep. Non, il y a un chant sur la Moscovie. En fait, c'est beaucoup des lieux, en fait. Et des légendes aussi. Non, il n'y a pas sur le bâton runique. Yep. Et Vauban. Donc, Aliona, pour conclure, est acceptée chez les ménestrels et voilà, elle va commencer son entraînement. Elle sera aidée par Honorio si elle a besoin de quoi que ce soit. Et Vauban. Eh bien, Vauban, il va quand même essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes mécaniques dans la cité, où il pourrait se rendre utile éventuellement, si c'est pas le cas. Alors, il y a différentes problématiques à régler. Il peut y avoir des interventions à faire de réparation sur tout ce qui est tuyauterie et pression de l'eau douce dans les habitations de la ville. Ça, c'est géré plutôt par le délégué des travaux publics, et c'est un peu le boulot de Giuseppe. Mais il peut aussi intervenir dans les laboratoires s'il y a une fuite ou un tuyau à remplacer, tout ce qui est tuyauterie, réparation de boulons, changement de pièces, des choses comme ça. C'est du travail d'artisans, forgerons qui demandent aussi un peu de connaissance de la mécanique. Sinon, ça c'est pour tout ce qui est travaux publics, finalement. Il y a aussi la rénovation des bâtiments. Il y a aussi, ça fait aussi appel aux artisans peintres ou aux sculpteurs pour rénover ou pour réparer les fresques de la ville et pour maintenir la ville toujours dans cette image, cette image qu'elle a depuis des millénaires. Après, il y a aussi chez les scientifiques, il y a pas mal de choses qui sont demandées. Par exemple, les mécaniciens, on leur demande souvent de réparer des horloges ou de carrément construire des horloges, parce que la religion de la ville est basée un peu sur un être suprême qui est le maître du temps. Donc, et il faut, là pour le coup, il faut vraiment beaucoup en connaissance de la mécanique pour pouvoir faire des réparations sur les horloges ou pour en créer. Sinon, alors, il y a aussi des travaux en cours sur le dôme et sur les moteurs anti-gravité des sphériades. Mais là, c'est plutôt les physiciens qui s'en occupent. Sinon, les mécaniciens s'occupent aussi du générateur principal du premier dôme, donc du dôme de la ville.
et peuvent aussi devoir faire soit des surveillances, soit des réparations sur le générateur du second dôme. Qui, lui, D'accord. et voilà, qui englobe la plaine. À mon avis, Vauban va quand même pas mal s'y intéresser, ça, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne concrètement. Alors pour ça, il faut intégrer le corps des scientifiques. Eh ben, on va le faire. Plutôt côté mécanicien ou plutôt côté physicien? Bah, plutôt côté mécanicien, parce qu'il y a les horloges aussi qui sont. Il y a les qui sont horloges intéressantes, tout ce qui est et mécanique. le générateur. Rouage, etc. Plus générateur, c'est bien, ouais. Je pense que, Vauban, il va se pencher là-dessus, sérieusement. Essayer de comprendre un peu tout ça, puisque c'est des trucs qui dépassent un peu ses compétences pour l'instant. Donc il faut que tu rencontres à nouveau Pedro Montoya, le délégué des mécaniciens, au Palais des Doges, que tu avais déjà rencontré auparavant. Et je vais te le remontrer, comme ça ça va peut-être te rappeler à quoi il ressemble. Voilà, Pedro Montoya, à quoi il ressemble. Un vieil homme barbu. Alors, j'ai pas montré Yaros, le délégué des ménestrels, le délégué de la surface. J'aimerais bien le montrer aussi, parce que lui, par contre, à la différence des autres délégués qui ont l'air un peu plus âgés, même si Bernardo Andretti, ça va. Yaroslav Janko, lui, il est plutôt jeune. Enfin, il est pas jeune, mais il a un visage souriant et ouvert, ce qui fait que ça donne l'impression qu'il est moins vieux que les autres délégués, moins coincé que les autres délégués. Est-ce que j'ai bien écrit son nom? Ah, non, j'ai mal écrit son nom. Hop, voilà. Ok. Donc voilà, je vous présente vos trois délégués, à vos trois personnages. Hop. Donc Pedro Montoya te reçoit dans le Palais des Doges, arrête ses travaux pendant un moment et t'invite dans un bureau pour discuter avec toi, Vauban, et pour connaître un peu ton passé et savoir qui tu es et surtout ton niveau dans tes connaissances, qu'est-ce que tu as déjà créé et un petit peu ce que tu as vécu à la surface. Eh ben, du coup, Vauban, on va être sûrement assez honnête et lui révéler d'où il vient, comment il a appris ce qu'il sait. Là, en mécanique, en tout cas, il va décrire du matériel de guerre des grands bretons qui est des armes décrites comme des armes infernales ou capables d'assiéger les forteresses les plus solides. Ouais. Parce que son ordre était spécialement fait pour fabriquer des engins de siège. Mais lui, maintenant qu'il est ici à Venise, il a envie de se consacrer plus à des mécaniques plus compliquées ou des choses qu'il n'a pas abordées. Alors, c'est un peu inquiétant quand même. Par exemple. Toutes ces histoires là d'invention grand-bretonne. Ouais, mais il va lui révéler que de toute façon, Vauban compte se mettre au service de Yaroslav, comment ça s'appelle, Yaroslav, du responsable de la surface. Ouais, du responsable des ménestrels et de la surface, pour justement se mettre au service de la cité, de Venise et de la habitants. Surface, c'est à l'extérieur de la cité. Ouais, mais c'est pour protéger les ménestrels aussi, ceux qui sont d'ici.
éventuellement. Ah, il comprend pas. C'est quoi l'idée qu'a Vauban qu'est-ce qu'il veut faire avec les ménestrels? Sans doute participer à leurs tâches ensuite, à la surface. Ah, donc Plus tard, hein. il veut devenir ménestrel alors. Mais- Vauban. Non, pas vraiment, parce qu'il est pas doué en musique. Il va lui révéler que c'est pas du tout son fort, mais disons qu'il aimerait mettre son savoir-faire au service du ménestrel. Oui, Et mais à de ce la moment-là, cité aussi. il a peut-être vu comment fonctionnait la cité, mais en général, quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as juste qu'à le demander et puis on te le fournit. Donc, tant que les ménestrels ne demandent pas quelque chose en particulier, il n'y a rien à anticiper. Ah bah dans ce cas, on va peut-être essayer d'aider alors le peuple ictarien. J'ai entendu dire qu'ils avaient des problèmes avec les ghouls. Vous en avez entendu parler? Ouais. Mhm. Alors, effectivement, ils ont affronté des attaques de plus en plus agressives des ghouls des mers ces derniers jours. Ce qui est problématique puisque les Ictariens cultivent et fournissent les algues énergétiques qui alimentent les 2 générateurs des 2 dômes. Et effectivement, ce problème-là peut devenir extrêmement problématique et vital même pour toute la ville. Si jamais les échanges commerciaux, les échanges avec les Ictariens se ralentissaient, voire s'amenuisaient. Ouais. Ben je vais en... Vauban dit qu'il va en faire sa priorité. Hein. Alors, du coup. il y a par exemple certains mécaniciens qui cherchent des solutions alternatives aux algues énergétiques. Vu que les scientifiques ne sont pas formés au combat et à la guerre, si on veut aider la population à faire face à peut-être une crise énergétique, si on ne peut plus être fourni en algues, peut-être essayer de trouver des alternatives aux algues énergétiques. Il ne nous est pas possible d'en cultiver par nous-mêmes dans les bassins ou dans les canaux. Si, mais en très faible quantité dans les canaux, ouais. Que dans le premier dôme, parce qu'en fait, il y a un dessalinateur dans le deuxième dôme, qui en fait, toute l'eau qui s'écoule du premier dôme vers le deuxième dôme devient de l'eau douce, en fait, avec les dessalinateurs, et ensuite est utilisée pour irriguer les cultures. Donc les algues énergétiques ne peuvent être cultivées que dans le premier dôme. Et en fait, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné d'énormes résultats. Le rendement n'est pas suffisant. En fait, les biologistes ont découvert que les algues énergétiques étaient très énergétiques dans l'eau méditerranéenne, mais que comme le dôme qui fournit de l'eau douce et de l'air filtre l'eau de la Méditerranée, enfin de la mer du Milieu, pour la rendre vitale pour les habitants, en même temps ça retire les nutriments que les algues énergétiques absorbent dans la Méditerranée, en gros, quoi. Donc d'accord, il n'y a que les Ictariens qui, du coup, sont très capables de la cultiver efficacement Ouais. pour la cité, ouais. Mais
pensez que ce serait possible de... Alors, il peut te faire rencontrer un physicien, un biologiste qui dans le Palais des Doges, hein, puisque les physiciens et les mécaniciens travaillent au même endroit. Hein. Donc, c'est là où tous les scientifiques mélangent leurs connaissances et échangent leurs travaux. Et donc, en te faisant rencontrer un biologiste du Palais des Doges, tu comprends que en fait, les algues énergétiques absorbent de la pollution de la mer du Milieu dans les fonds marins de la mer du Milieu et transforment ça en une énergie qui est légèrement irradiante et qui est même dangereuse à manipuler longtemps. D'accord. Si tu fais un jet en connaissance du monde ancien, je peux te traduire un peu cette explication-là en termes scientifiques. Ok. J'ai 40 en connaissance du monde ancien. Ok. Lance un dessin. C'est réussi. Ouais, 19. Ok, tu comprends que en fait les algues énergétiques absorbent les radiations de la mer du Milieu et filtrent les fonds de la mer du Milieu et que c'est comme ça qu'elles deviennent énergétiques, ces algues, en absorbant les radiations. Ce serait possible de définir que dans le dispositif qui filtre l'eau qui rentre dans le premier dôme, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer ces radiations, puisque c'est filtré? Il y en a, mais il y en a quand même dans l'eau, mais c'est négligeable en fait. Ouais, c'est pas suffisant. Bah, c'est pas à l'état naturel, ça... Ouais, et puis il est pas synthétisé par la plante en plus. Exactement. Donc, ouais. Alors, Pedro peut te présenter aussi à des mécaniciens qui cherchent à diversifier à trouver des solutions énergétiques pour le générateur de la ville. Il y a un énergéticien qui est en train de travailler sur l'idée de fabriquer des panneaux solaires sur les toits de la ville pour capter la luminosité de l'intérieur du dôme et pour transformer donc une partie de cette lumière en électricité pour le fournir au générateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le générateur qui fournit l'énergie au dôme et le dôme perd une partie de cette énergie-là en lumière à l'intérieur et même à l'extérieur dans l'eau. Et donc l'énergéticien, son idée, ce serait de capter cette énergie perdue à l'intérieur du dôme grâce à des panneaux solaires sur les toits, mais il faudrait fabriquer des centaines, voire des milliers de panneaux solaires pour recouvrir tous les toits de la ville pour que ça ait un vrai impact sur une partie de l'énergie qui permet au générateur de rester actif. Ouais, mais du coup, Vauban, lui, se demande est-ce que ce serait pas mieux d'essayer de conserver ce qui a toujours fonctionné, mais d'aider les Ictariens à peut-être produire suffisamment, quoi. Ouais. Par exemple, il va demander à Pedro, du coup, est-ce que si on participait un peu au nettoyage des goules des mers, par exemple, est-ce que ça aiderait pas à avoir une production plus grande? Elles sont mortellement dangereuses, les goules des mers. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait trouver plus facilement un moyen de se débarrasser d'elles que de remplacer les algues. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis, ça aiderait les Ictariens, mais bon, c'est extrêmement dangereux. C'est pas très vénitien comme théorie. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau, ouais. À ce moment-là, il te conseille d'aller voir Jaroslav, le délégué de la surface. Le chef des ménestrels. Ouais, disons que si c'est tu une veux idée affronter comme ça, les goules de mer, mais lui, il cherche plutôt des solutions scientifiques. Hein. Donc, par exemple, Pedro Montoya, lui, il est en train de réfléchir à peut-être essayer
de mettre un système de barrage hydraulique à l'intérieur du dôme, mais il n'y a pas trop de courant, donc ils cherchent peut-être à créer un courant peut-être en surélevant l'eau pour en faire une cascade, mais enfin c'est très compliqué et c'est pas très très viable comme idée. Et sinon ils cherchent aussi peut-être à exploiter l'énergie éolienne, mais il y a pas de vent dans le dôme, donc ils cherchent un moyen d'en créer, mais ça coûterait de l'énergie, donc finalement la solution éolienne n'est peut-être pas forcément la bonne, ou alors ils pensent sinon à de la force animale ou humaine pour produire de l'électricité à partir d'une bobine géante où il faudrait tourner des roues, mais bon, c'est pas une vie de pousser des roues, quoi. Enfin, c'est un peu, ça fait penser un peu aux galériens ou aux esclaves, quoi. Donc, il aime pas trop non plus cette idée-là. Sinon, il y a la force de la gravité qui pourrait être exploitée, mais il sait pas comment faire. Et pour l'instant, sa solution actuelle à Pedro Montoya, ça serait d'élever encore plus d'anguilles électriques, parce qu'il y a il y a un petit élevage d'anguilles électriques dans la ville qui est isolé, hein, puisque elles ne vivent que dans de l'eau douce. Et ces anguilles électriques pourraient fournir de l'énergie, mais bon, il faudrait les nourrir, et puis il faudrait les démultiplier pour que ça apporte assez d'énergie pour combler le manque à gagner si les algues énergétiques n'arrivaient plus dans les quantités nécessaires. Donc voilà un peu ces pistes de recherche et de réflexion à Pedro Montoya, mais dans ces solutions, il n'y en a aucune qui va vers la confrontation des ghouls des mers, hein, en fait. Et effectivement, si tu veux aider les Ictariens, il va te conseiller plutôt d'aller voir du côté de Jaroslav Bonko, le chef des ménestrels. Je pense pas forcément une confrontation violente. Je me suis dit un répulsif chimique, par exemple, qui serait libéré dans l'eau, ou je sais, quelque chose un peu de ce style-là. Mais oui, mais on est dans la mer du milieu, que ça... donc ouais, et puis il faut travailler avec les Ictariens aussi, puisque ils sont directement concernés, quoi, aussi. Mais oui, mais c'est surtout que ça va se diluer dans la mer, en fait, un produit chimique répulsif. Ça marchera pas. La mer du milieu, c'est... Dans ce cas, ouais, peut-être... c'est immense. Dans ce cas, vraiment, il va se concentrer alors à travailler à de nouvelles sources d'énergie, peut-être alors solaire ou par gravité, peut-être aussi, ouais. Ouais. Ça pourrait être par système hydraulique. Donc il intègre les scientifiques, les mécaniciens. Oui. Ok, Ouais. très bien. Ça marche.